Salut les tindalleuses, salut les tindalleux, salut les grands anciens, salut les petits nouveaux. Ce soir, on termine le quartier de West Bath. Et on va commencer par parler de notre cher Metzinger qui s'appelle Christian. Christian Metzinger, fils de Lars Metzinger, est le principal producteur de viande de la région de Bath. Et vous allez voir, c'est une belle ordure. Bon, déjà, je vais vous raconter un peu d'où vient son papa. Le papa de Christian, Lars, donc, est arrivé aux États-Unis vers les années 1850. Il était pauvre, il est venu avec ses cousins, on ne sait pas exactement comment il a acquis sa fortune. Mais il a pu acheter pas mal de terres à West Bath, des terres qui valaient pas très cher à l'époque. Et puis, il a commencé à faire du bétail. Et puis, bon, c'est peut-être à cause du porc, mais bon, ses concurrents commençaient à avoir leur bétail qui mourait de maladie. Metzinger, Lars, comme c'était un paranoïaque notoire et qu'il tirait à vue avec sa carabine sur les gens qui venaient sur son terrain, il connaît ses droits, du coup, son bétail, il allait bien. Et lui, il en a profité pour faire monter les prix, monter les prix, monter les prix tout doucement. Tant et si bien qu'il a commencé à avoir pas mal d'argent, le bon vieux Lars. Et ça plaisait pas à tout le monde. Alors, on sait pas exactement pourquoi, on sait pas exactement qui, on sait pas exactement comment, mais le vieux Lars, on l'a retrouvé assassiné chez lui en mars 1869. Et notre bon vieux Christian, il a récupéré l'exploitation de papa. Et il a continué à la faire fructifier. Ça a avancé petit à petit. Et quand je vous disais que c'est une ordure, Christian, c'est parce que c'est quelqu'un qui est un misogyne notoire. Pour Christian Metzinger, les femmes, ce sont des reproductrices. Elles sont faites pour rester à la maison et pour faire des enfants. Il a d'ailleurs une flopée de petits-enfants, notre cher Metzinger. Salut Drucked. Et donc, petit à petit, Metzinger a commencé à s'imposer comme étant un éleveur, parce qu'à Bath, on aime bien consommer local. Faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, aux États-Unis, la viande, elle est essentiellement faite à Chicago. Chicago, c'est 80% de la production de viande de tous les États-Unis. Et à Bath, on aime bien les circuits courts. On aime bien les circuits courts. Et notre cher Metzinger a su jouer cette carte-là pour devenir quelqu'un qui compte. Et quelqu'un qui compte même au sein du Parti démocrate. Il était encore assez jeune en 1900 quand Jerry Milford a pris la mairie, mais il a fait le pari que ce petit Metzinger là, ça va avoir de l'avenir. Et du coup, il est même devenu premier adjoint, un poste extrêmement prestigieux. Et à partir de là, pour les Metzinger, ça a été le pont d'or. Parce que c'est une initiative de sa chère et tendre épouse, Wilma Metzinger. Les Metzinger ont lancé des initiatives qui avaient pour but de fédérer les Bafois autour d'un bon repas. Et donc Wilma, qui est une épouse discrète avec l'époux qu'elle a, elle a poussé pour que ça se fasse. Et lors de cet événement, elle vient elle-même pour faire la promotion et parfois tuer le cochon. Car cet événement, c'est la fête de la viande. La fête de la viande, ça a lieu tous les ans à Bath. C'est un rituel qui réussit à fédérer tout le monde. Alors, c'est un événement vraiment très important parce que tous les petits producteurs,
et les gros, bien évidemment, s'en donnent à cœur joie sur les entrecôtes grillées, les saucisses diverses et variées, et c'est un truc qui a pour but de fédérer la communauté. Alors certaines écoles, bah, pendant toute l'année, elles élèvent le cochon qui sera saigné lors de la fête de la viande, et il y a des flonflons, et il y a de la il y a de la bonne humeur. C'est vraiment un truc qui marche bien et qui permet à Metzinger en plus de vendre ses produits euh, et continuer à asseoir sa renommée parce que c'est vrai qu'il paraît que la viande de Metzinger, elle est comme ça. Bon, bon, évidemment, ça plaît pas à tout le monde. Ça plaît pas à tout le monde et notamment, il y a une jeune femme qui voit ça d'un très mauvais œil. Cette jeune femme, c'est Lina Schneider. Elle a une vingtaine d'années et elle a eu un parcours un peu chaotique. Pendant sa jeunesse, elle a hésité entre de très nombreux engagements. Elle a été socialiste, elle a été anarchiste. Et la lecture du livre d'Upton Sinclair, La Jungle, qui a été publié en 1905 et qui était un vrai best-seller, l'a vraiment bouleversée. La Jungle, c'est un livre qui décrit la condition de vie des ouvriers dans les abattoirs de Chicago. Et Lina Schneider a, bon, voilà, les suffragettes, c'était un peu trop bourgeois, les mouvements socialistes, elle n'y trouvait pas son compte, et du coup, en fait, Lina Schneider, c'est une militante pour la cause des animaux dans la ville de Bath. Alors, on raconte qu'elle aurait saboté la voie ferrée qui va aux abattoirs Chesky, dont je vous parlerai dans quelques minutes. On n'a jamais réussi à le prouver et de toute façon, elle n'a pas réussi à arrêter la production. Mais donc, Lina Schneider, c'est voilà, une jeune femme de conviction. Récemment, elle s'est remise au protestantisme qu'elle avait délaissé et elle a regroupé des jeunes gens autour d'elle auxquels elle lit la Bible en expliquant que selon elle, les apôtres étaient des végétariens. Alors, bien évidemment, c'est assez minoritaire dans la ville parce que non seulement l'élevage fait vivre le clan Metzinger, mais en plus de ça, il y a toute une industrie qui est développée autour. Notamment la fabrique et la ganterie de Madame Sofia Adamski. Bon, officiellement, c'est son mari qui tient la boutique. Officieusement, le mari Adamski, il est plus, comment dire, il est plutôt débile. Le mari Adamski, il n'a pas de grandes idées, donc c'est elle qui fait tourner la baraque. Elle fait petit à petit, en fait, elle a réussi, grâce aux investissements de Edward Richmond, à développer la fabrique Adamski. Et maintenant, voilà, elle a une politique où elle paye bien ses ouvriers pour qu'ils puissent s'acheter ses produits. Et la fabrique Adamski est notamment connue pour les gants qu'elle produit. Les gants Adamski sont de très très bonne qualité et séduisent toutes les personnes qui veulent acheter dans un circuit court des produits faits à la main par des artisans de qualité. Pour ça, c'est Adamski. L'autre grand, on va dire, vainqueur de cette affaire de production de viande, c'est Richard Chesky. Je vous en avais un peu parlé la dernière fois. Richard Chesky, il vient de Chicago. Il est arrivé de Chicago où il a commencé à travailler comme contremaître dans les abattoirs, puis il s'est élevé, il a fait un mariage au-dessus de sa fortune, et il est arrivé à Bath. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que le livre d'Upton Sinclair, La Jungle, ça a vraiment fait un électrochoc dans la société américaine, parce que très honnêtement, ce qui est décrit dans ce livre, c'est vraiment dégueulasse. Les types qui travaillent avec les pieds dans la tripaille, et ensuite, bon, on reprend la tripaille qui est dans le drain, et on la rebalance pour faire manger. Donc à partir de la publication de ce livre, en fait, il y a eu l'ancêtre de la FDA, donc les premières réglementations sur la nourriture et l'abattage des animaux.
Et donc Richard Chesky, il a ouvert un abattoir à peu près à ce moment-là, fort de son expérience à Chicago. Et donc, du coup, le circuit est vraiment très très court parce que de chez les Metzinger à chez Chesky, il y a pas un très grand chemin. Et donc Chesky s'enrichit et il y a même une petite voie de chemin de fer qui permet de faire venir à son abattoir, qui est juste ici, des bovins, des ovins et autres animaux à abattre chez lui, d'un peu toute la région. Donc Chesky, il a commencé à devenir quelqu'un qui compte. Et bon, il a essayé de faire une carrière politique. Il a fait une candidature à la primaire républicaine. Ça a plus tenu du témoignage. Mais voilà, Chesky, c'est un ambitieux. Donc il caresse de devenir le rêve de devenir quelqu'un de très très important dans la ville de Bath. Mais qui dit train? Hmm, Ça dit chef de gare. Et donc, il y a une gare à West Bath, qui est ici, qui est essentiellement une gare industrielle, hein. Il y a le centre industriel qui est juste à côté. Le chef de gare, Angus Drummond, c'est un vieil Écossais. C'est un vieil Écossais qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il aime bien raconter qu'il vient d'un très ancien clan, etc. Mais bon, c'est beaucoup de la gueule. En fait, on sait qu'il est né à Bath, qu'il a grandi à Bath, et que ses parents sont nés à Bath et qu'ils ont grandi à Bath. Ils sont morts dans l'oubli. Et lui est toujours là, dans la gare de Westbath. Alors il aimerait bien partir au centre-ville, mais pour ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parte à la retraite ou qui ait un malencontreux accident. Ça lui ferait ses affaires à Angus. Mais Angus, c'est un type, il aime bien le train. Parce que le train, c'est un truc qui est fiable. Ça fait longtemps qu'on a du train. Par contre, la voiture, ça, nanana. Il aime pas du tout la voiture. Déjà, il se déplace à cheval. C'est un de ses particularismes. Il aime bien les bêtes, hein. Il y a le chemin de fer avec le train et il y a le cheval. Et il fait partie d'un comité qui s'appelle le Comité Justice pour Stephens. En fait, au début du XXe siècle, le code de la route, c'est pas tout à fait ça. Donc, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de chaussée bien délimitée. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des accidents à la pelle. Et donc, il y a le petit Stephens, qui est un gamin qui s'est fait renverser par une bagnole. Et en fait, les gens qui s'opposent à la voiture ont créé ce comité et militent pour réduire la place de l'automobile dans la ville. Donc, Angus, il en fait partie. Angus, il en fait partie et comme je vous disais, il aime bien se balader à cheval. Il aime bien se balader à cheval dans les bois. Et notamment, il y va régulièrement avec un autre cavalier expert de la ville, le jeune Laurent de Nemours, dont je vous ai parlé dans South Bend. Et en fait, alors on ne sait pas si c'est une blague de Laurent de Nemours ou si c'est leur conversation qui ont mené à ces sujets-là. Peut-être que c'était pour faire peur à Angus, peut-être qu'il y a eu des échanges qui ont fait naître le doute, mais Angus est aujourd'hui persuadé que les bois sont hantés par des fantômes. Alors, il ne sait pas très bien de quel fantôme il s'agirait. Est-ce que c'est les victimes de la famille Aigrefeuille qui a massacré tant de gens dans les bois, dont je crois que je vous ai parlé dans la vidéo sur le quartier de Bois d'Anam? Est-ce que c'est les Algonquins qui ont été massacrés par les premiers colons? Est-ce que c'est, est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est les morts sur la route? Voilà, on ne sait pas, il sait pas, mais il est persuadé qu'il y a des mauvais esprits et que du coup, à cheval, faut quand même pas trop s'éloigner des sentiers. Puis il y a toutes ces rumeurs de bêtes, etc. C'est donc quelqu'un de prudent, notre bon chef de gare. Les gens qui n'aiment pas la technologie, il y en a d'autres dans le coin. Et en fait, ils sont pas à West Bath même, ils sont situés ici, à Mill Cove.
Milkov, c'est essentiellement des pêcheurs, et puis la communauté qui est menée par Cyrus et Elke Goodwill, qui est une communauté ménonite fondamentaliste. Alors c'est des gens, si vous voulez, qui voudraient rester dans l'ancien temps. C'est pas le cas de tous les ménonites, mais eux, c'est leur cas. Donc ils refusent la technologie. Ils refusent les moteurs, ils refusent tout ce qui n'était pas là avant, au temps des colons. D'accord. Donc ils vivent très très simplement, ces ménonites. C'est des pacifistes acharnés. Ils refusent de toucher aux armes à feu, par exemple. Et ils ont leurs abeilles. Ils fournissent un excellent miel, d'ailleurs, qu'ils vendent sur le marché. Et des petites galettes de maïs. Euh, euh, alors, ouais, effectivement, ça ressemble beaucoup aux Amish. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais on va faire une petite, si tu veux, je ferai une petite recherche après. Mais effectivement, il y a des grandes similitudes avec les Amish. Donc voilà pour nos petits Ménonites qui vivent paisiblement à l'écart du bruit et de la fureur de la ville. Pour l'instant, tout va bien. Mais ça attire Milkov, mine de rien, parce qu'il y a des grands espaces. Et notre chère Camilla Sewick, dont je vais vous parler, c'est quelqu'un qui a fait des investissements à Milkov. Alors, d'abord, Camilla était une artiste. C'était une artiste qui courait dans les galeries, qui essayait de se faire un nom. Et puis elle a épousé un grand promoteur des arts, donc que j'ai déjà évoqué dans la vidéo sur le quartier Montparnasse, le juge Sewick. Le juge Sewick tient une galerie d'art et bah du coup il est tombé raide amoureux de cet artiste et il en a fait son épouse, ce qui a permis à cet artiste qui vivotait jusqu'à présent d'avoir un bon petit capital. Et en fait, elle a vu un investissement à réaliser en 1903 à Milcove. Il y a une compagnie de cirque itinérant qui est arrivée, la compagnie Beaulieu. La compagnie Beaulieu a fait un spectacle euh, qui a vraiment marqué les esprits. Ils sont restés un certain temps et ça a vraiment eu un succès phénoménal. Sauf que, du jour au lendemain, la moitié des membres de la compagnie Beaulieu ont démissionné et décidé d'abandonner la vie de forain, et l'autre moitié a pris ses clics et ses claques et est parti à l'autre bout du monde. Il restait alors un tas de matériel de forain à acheter à des gens pressés de vendre. Et donc, Camilla a investi. Et donc, à Milcove, il y a une fête foraine quasiment permanente qui s'y tient, où bah, les ouvriers de West Bath peuvent venir se divertir. Alors, c'est comment dire, cette fête foraine, c'est pas une fête foraine de super qualité, hein. Il y a un peu de tir à la carabine. Il y a deux jumeaux, hein, qui se battent. On dit qu'ils sont microcéphales, mais peut-être qu'ils sont juste pas très malins. On suppose que voilà, donc c'est les jumeaux Le Floch, Erwan et Goulven, qui se tapent dessus pour le plaisir des chalands. Euh, voilà, ça marche un peu. Mais on a quand même l'impression que c'est un peu du flan pour la plupart des attractions. Par exemple, on dit ouais, mais c'est pas vraiment une femme à barbe, c'est juste un homme un peu androgyne. Voilà. Mais par contre, il y a un numéro qui attire les foules et fait taper des mains tous les enfants de Bath. Et ce numéro, c'est le numéro proposé par la Murène. Oui, John Michael Whitener est responsable partiellement, excusez-moi, je, je vais oublier cette monstruosité. C'est un malencontreux hasard. La raison pour laquelle les forains sont partis, entre autres,
dit la rumeur, c'est que John Michael Whitener, qui leur avait proposé de poser leur roulotte sur un bout du terrain de l'université, était tellement horrible, ignoble et répugnant que dans ses habitudes alimentaires notamment, qu'ils ont décidé de partir. Oui, 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 c'est le recteur de l'université, le coprophage de salon, Monsieur Caca, il a des tas de surnoms, notre cher recteur. Donc, la murène, le monstre qui fait taper des mains les petits-enfants, non, ce n'est pas John Michael Whitener, c'est la murène. La murène, on le surnomme comme ça, parce qu'en fait, bon, déjà, il a un petit problème au niveau de la bouche. Voilà, il a a priori eu un petit accident, à moins que ce soit une déformation de naissance. Et à cette époque, bah, on n'est pas très respectueux des gens qui sont pas comme les autres. Alors, la murène, il amuse tout le monde parce qu'en fait, bah, les gens lui jettent des poissons vivants et la murène les mange. Comme si c'était un animal. Et bon, bah voilà, il y a même des gens qui s'amusent à lui jeter du poisson pourri pour voir si la murène les mangera. Voilà pour ce petit cirque qui bon, vit bien évidemment partiellement de l'exploitation de la misère humaine. Donc la murène, bon voilà, on ne sait pas exactement où il est né. Voilà, il suscite la pitié d'un certain nombre de ses contemporains, mais l'écrasante majorité trouve ça super rigolo de le voir manger les poissons. Parce que effectivement, Mortimer Bryans, c'est là que échouent les personnes, c'est chez lui qu'échouent les personnes qui ont un comportement anormal, antisocial et qui n'ont pas le loisir, comme les frères Le Floch, de le monétiser dans un spectacle, car Mortimer Bryans, c'est le directeur de la prison du comté, qui est là, bien en marge de la ville, au fond des bois. Donc c'est là-bas qu'on enferme toutes les personnes qui commettent des crimes, des délits, et qui globalement ne collent pas avec le reste de la ville. On a l'emprisonnement relativement facile dans cette ville. Alors Mortimer Bryans, c'est un vieux monsieur. Il est en poste depuis longtemps et c'est notamment un ancien de l'escouade d'Abel Dunkirk dont je vous ai parlé dans le quartier Lincoln. Donc il a participé à la guerre de sécession, ça lui a donné l'aura d'un héros et bah, depuis il gère la prison. Alors la prison de Bath, elle est relativement bien tenue. Parce que Mortimer Bryans a fait le choix, pour éviter le conflit, de faire des répartitions par communauté. Il y a l'aile des Italiens, il y a l'aile des Allemands, il y a l'aile des Afro-Américains, etc., etc., etc. Euh, L'idée générale, c'est que comme ça, les gens vont pas se foutre sur la gueule. Et les matons sont également issus de ces communautés quand ils s'occupent d'une aile en particulier. Donc, la prison, bah, ça se passe relativement bien. Bien sûr, ça arrive qu'il y ait des accidents. Il y a eu deux assassinats, notamment, qui ont eu lieu dans la prison, qui ont marqué les esprits. Le premier, c'est l'assassinat de Zach l'Éventreur, Croc Zemis, dont je vous ai parlé dans la vidéo sur le quartier Saint-Jean, qui a découpé un certain nombre de victimes dans le quartier Saint-Jean et qui est malencontreusement décédé dans la prison. La deuxième victime, et ça c'est un vrai dossier dans la ville, c'est la mort et l'assassinat en prison d'Edwin Livermore. Alors, pour quelle raison est-ce que cette affaire elle est si importante? C'est parce que Edwin Livermore a été condamné à la prison par son propre père,
le juge Austin Livermore. En fait, euh, le jeune Livermore avait participé à un lynchage. Il avait assassiné un égoutier, Daniels, et il a été condamné par son propre père à une peine de prison et il est décédé ensuite assassiné. Livermore, je vous en reparlerai. C'est un homme qui a des grandes ambitions, notamment politiques. Depuis, les prisonniers sont plus calmes dans la prison du comté de Sagadahoc. Effectivement, un lynchage est un meurtre raciste. Une justice sommaire, ça vient du nom du juge Lynch, qui appliquait une justice particulièrement expéditive. Bien, et donc la prison est plus calme. Les détenus sont assez amorphes en réalité, et certains disent que c'est à cause de la venue du docteur Françoise Dormanval, dont je vous ai également parlé dans le quartier Lincoln. Effectivement, on dit que le docteur Dormanval appliquerait une pharmacopée, des médicaments assez lourds sur les détenus pour s'assurer qu'ils se comportent bien. Et certains esprits un peu paranoïaques peut-être disent même que le docteur expérimenterait sur les détenus. Bien évidemment, rien de tout ça n'a jamais été prouvé et tout ça, ça reste des rumeurs. Et donc voilà, il y a beaucoup de monde dans la prison du comté de Sagadahoc, mais toutes les personnes qui devraient y être n'y sont pas. C'est par exemple le cas de Conrad Kriglib, et j'ai oublié de mettre son illustration, mais c'est pas grave, on le verra de toute façon la semaine prochaine. Conrad Kriglib, qui est un homme qui vit aussi de l'exploitation de ses semblables. C'est le chef de la pègre germano-américaine et il est notamment le responsable de Salambo Street, une rue où il y a de la prostitution sur les docks, plus près du centre-ville, plus près des ouvriers. Mais tout cela, je vous en parlerai la semaine prochaine. Voilà pour la vidéo de cette semaine. Cette dernière petite illustration est une photo de notre espace de jeu qui a été superbement décoré par Gwendoline. Alors c'est pas ici qu'on joue à la table, mais c'est un des endroits dans lesquels on joue. Merci Gwendoline. Dans notre campagne qui dure une semaine, que l'on joue tous les étés et que nous sommes en train d'organiser sur notre Discord. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour si vous voulez y participer de près ou de loin. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. On est ouvert pour partager cette expérience avec le plus de monde possible. La semaine prochaine, on va avoir de la machine à vapeur, des bolcheviks, de l'électricité, des bateaux et Salambo Street, la prostitution. On se voit donc la semaine prochaine. D'ici là, faites des beaux rêves. Pensez bien à Nyarlathotep. Salut les Tindaleuses, salut les Tindalus, salut les grands anciens, salut les petits nouveaux. Ciao ciao.